Trump vient d'annoncer un cessez-le-feu avec l'Iran, sans conditions claires, sans calendrier, sans victoire militaire. En face, Téhéran publie une liste de 10 exigences, dont le retrait américain de certaines bases dans la région et l'arrêt total des opérations israéliennes sur tous les fronts. Ce soir, on décortique ce qui vient réellement de se passer, parce que derrière les déclarations triomphales des deux camps, il y a une réalité que personne ne veut nommer. Pour comprendre ce cessez-le-feu, il faut rembobiner. Depuis fin février 2026, les États-Unis et Israël mènent des frappes massives contre l'Iran. Frappes aériennes, frappes sur les bases navales, sur les installations de défense. Des ports comme Bandar Abbas ont été touchés. Des bases aériennes à Shiraz ont été frappées. La marine iranienne a perdu des frégates. L'armée conventionnelle iranienne a été sérieusement dégradée. Pénurie de munitions, effondrement logistique, des soldats avec à peine 20 cartouches en poche selon certains rapports. Des cas de désertion ont été documentés, mais, et c'est le point central, cette guerre n'a jamais atteint son objectif déclaré. L'objectif américain, c'était la capitulation iranienne, le changement de comportement stratégique du régime, peut-être dans les rêves les plus fous de certains à Washington et à Tel Aviv, un changement de régime. Rien de tout cela ne s'est produit. Le garde révolutionnaire iranien, le CGRI, a absorbé les frappes tout en poursuivant ses opérations offensives, tirs balistiques, drones, coordination avec les Houthis, coordination avec le Hezbollah. Le maillage régional iranien a tenu. Le détroit d'Ormuz est resté sous pression iranienne et c'est là que tout bascule. Trump se retrouvait face à un mur juridique et politique. Le War Powers Act de 1973 lui imposait un ultimatum. Le 1er mai, sans autorisation du Congrès, il devait cesser les hostilités. Or, le Congrès a refusé 5 fois de suite d'autoriser cette guerre, 5 votes au Sénat. 5 rejets de la demande démocrate de stopper les opérations, certes, mais avec des marges de plus en plus serrées, 51 contre 46 au dernier vote, et surtout un signal politique clair. Cette guerre n'a pas de base légale solide. La députée Pramila Jayapal a qualifié l'ensemble de l'opération de guerre illégale. Les progressistes ont martelé que seul le Congrès peut déclarer la guerre. Trump le savait, la date butoir approchait, il fallait trouver une sortie. Ce qui s'est passé ensuite relève du théâtre politique dans sa forme la plus pure. Trump annonce un cessez-le-feu sans limitation de durée. Il se présente devant les caméras, célèbre ce qu'il appelle une victoire américaine, brandit le sauvetage d'un équipage qui aurait pu être capturé, parle de reprendre le bombardement dès demain soir si l'Iran ne coopère pas. Il menace de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Il évoque le vol du pétrole iranien comme un objectif stratégique légitime, un aveu qui, dans n'importe quel autre contexte, constituerait un motif de poursuite pour crime de guerre. Et dans la même conférence de presse, Tiamat, il compare la situation à celle du Vietnam. Oui, le Vietnam. La presse américaine n'en revient pas. Le magazine Foreign Policy titre immédiatement sur le spectre de l'échec vietnamien qui plane sur l'Iran. Ce qui frappe, c'est le décalage total entre le discours et la réalité du terrain. Trump dit avoir gagné, mais les sirènes d'alerte continuent de retentir à Tel Aviv. Les frappes iraniennes n'ont pas cessé au moment de l'annonce. Le détroit d'Ormuz n'a pas été rouvert et son ouverture, selon les termes même évoqués par Washington, nécessitera une coordination sécuritaire avec l'Iran. Lisez bien cette phrase. Coordination sécuritaire avec l'Iran, le pays que les États-Unis bombardaient il y a encore 48 heures. Ce n'est pas le vocabulaire d'un vainqueur, c'est le vocabulaire d'une puissance qui négocie un dégagement. Du côté iranien, le Conseil suprême de sécurité nationale publie un communiqué structuré en 10 points, 10 conditions. Parmi elles, le retrait américain de certaines bases militaires dans la région, l'arrêt complet des opérations israéliennes sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban, des garanties de non-agression et un cadre de négociation sur les sanctions. Ce n'est pas le langage d'un pays à genoux, c'est un cahier des charges. Un pays vaincu ne pose pas de conditions. Il les accepte, l'Iran, elle, les dicte, et c'est précisément ce que les médias israéliens ont nommé, sans ambiguïté, une humiliation. Le mot revient en boucle sur les chaînes hébraïques. Le correspondant de la chaîne 14, la chaîne la plus proche de Netanyahou, le dit sans détour, Trump nous a lâchés.
Pour saisir la profondeur de ce qui vient de se produire, il faut comprendre comment l'Iran a structuré sa guerre. Un rapport chinois publié sur la plateforme Tencent, et c'est significatif que ce soit la Chine qui produise l'analyse la plus froide, décrit une architecture militaire à 2 étages. En bas, l'armée conventionnelle iranienne, sous-équipée, vulnérable, sacrifiée. Son rôle était d'absorber la première frappe, de défendre les lignes, de servir de bouclier. Et au-dessus, le garde révolutionnaire, le CGRI, missiles balistiques, drones, réseau régional, Hezbollah, Houthis, corps des gardiens de la révolution projetés à l'extérieur des frontières. C'est le CGRI qui a mené la guerre offensive. C'est le CGRI qui a maintenu la pression sur Hormuz. C'est le CGRI qui a coordonné les frappes sur Israël. Et c'est le CGRI qui sort intact de ce conflit, ou du moins suffisamment intact pour continuer à poser des conditions. Cette stratégie de dualité, un corps sacrificiel et un corps offensif, n'est pas nouvelle, mais elle vient de passer son test grandeur nature et elle a fonctionné, pas sans douleur, pas sans destruction massive, mais elle a rempli sa mission stratégique: empêcher la capitulation, forcer l'adversaire à négocier. Et sur ce point précis, les faits sont sans appel. Il faut aussi parler de ce que ce conflit révèle sur Israël. Netanyahou annonce simultanément un diagnostic de cancer de la prostate, rendu public opportunément au moment où ses procès pour corruption devaient reprendre. L'opposition israélienne elle-même a compris le calcul après avoir repoussé la justice sous prétexte des opérations à Gaza, puis en Cisjordanie, puis contre l'Iran. Le Premier ministre israélien utilise désormais sa santé comme nouveau bouclier. Et pendant ce temps, au sud-Liban, l'armée israélienne essuie des pertes significatives. 45 officiers et 110 soldats touchés en 48 heures selon des sources hébraïques, alors même qu'une trêve est censée être en vigueur et qu'Israël intensifie l'usage du phosphore blanc sur des zones civiles. 250 cas documentés, 39% en zone résidentielle. Human Rights Watch confirme, le silence international est assourdissant. Premier enjeu, la crédibilité américaine. Ce cessez-le-feu sans victoire militaire envoie un signal au monde entier. Washington a engagé sa puissance de feu maximale contre un adversaire régional et n'a pas obtenu sa reddition. Les alliés du Golfe, qui ont applaudi les frappes, se retrouvent à fabriquer des narratifs de victoire par procuration. C'est Mohammed Ben Zayed qui a arrêté la guerre. C'est Mohammed Ben Salman qui a fait preuve de sagesse. Personne n'y croit. Tout le monde sait que Trump a reculé. La question est, que signifie ce recul pour Taïwan, pour la mer de Chine, pour tous les dossiers où la dissuasion américaine repose sur la certitude que Washington ira jusqu'au bout? Deuxième enjeu, le Liban. Dans le tumulte de la guerre contre l'Iran, Trump a annoncé vouloir faire abroger la loi libanaise de 1955 qui criminalise toute normalisation avec Israël, une loi votée par le Parlement libanais prévoyant des peines allant jusqu'à 10 ans de travaux forcés. Trump a découvert l'existence de cette loi en direct par la question d'un journaliste et a déclaré qu'il allait l'annuler sans consultation, sans connaissance du texte, sans la moindre considération pour la souveraineté libanaise. Le même gouvernement libanais qui avait justifié des négociations directes avec Israël au nom de l'indépendance vis-à-vis de l'Iran se retrouve face à un président américain qui dicte quelle loi le Liban doit garder ou supprimer. L'ironie est brutale. Troisième enjeu, la recomposition mondiale. Pendant que Washington s'enlise, l'Europe bouge. L'Allemagne signe un partenariat stratégique avec le Brésil, défense, technologie, industrie, militaire. Le Canada se rapproche de la Chine après des années de tensions. Le Premier ministre belge parle de l'ère des monstres. Cet entre-deux où l'ancien ordre s'effondre et le nouveau n'est pas encore né. Les alliés traditionnels de Washington prennent leur distance, pas en parole. En acte, des accords se signent, des axes se forment et l'Amérique, prisonnière de ses guerres, de ses dettes et de ses fractures internes, regarde le monde se reconfigurer sans elle. C'est peut-être ça la conséquence la plus profonde de ce cessez-le-feu, pas ce qu'il dit sur l'Iran, mais ce qu'il révèle sur l'Amérique. Ce qui s'est joué entre Washington et Téhéran, ce n'est pas un accord de paix, c'est un aveu. L'aveu qu'une superpuissance peut frapper, détruire, sanctionner et malgré tout échouer à imposer sa volonté.
Le monde d'après ne sera pas celui d'un vainqueur et d'un vaincu, ce sera celui où chacun devra décider, seul, de quel côté de l'histoire il se place. Et c'est maintenant que ce choix se fait. Ce que cette guerre révèle, c'est exactement ce qu'on s'efforce de faire ici, chaque semaine, gratter sous les déclarations officielles, confronter les discours aux faits et vous donner les clés pour comprendre ce qui se joue vraiment. Si ce travail compte pour vous, abonnez-vous à Voix interdite et activez la cloche. Pas pour l'algorithme, pour ne rien rater quand le prochain tournant arrivera, et il arrivera vite.